Montrer les coulisses des tiers-lieux, c'est la mission que l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, a confiée à l'équipe du WIP pour comprendre comment on monte un tiers-lieu, comment il fonctionne au quotidien, quels partenariats se créent entre des acteurs publics, privés, associatifs, citoyens pour faire vivre ces projets. Nous allons aller visiter 7 tiers-lieux, labellisés par l'État Fabrique de territoire, tous très différents. Nous allons aller à la rencontre des gestionnaires des tiers-lieux, des partenaires de projets, des utilisateurs, des élus, des techniciens, qui vont nous raconter comment le projet s'est construit, comment il est perçu, comment il fait évoluer les acteurs du territoire et comment il transforme les façons de faire. Ensemble, on va parler des difficultés et des succès, de la genèse à la transmission des projets. Dans les coulisses des tiers-lieux, on met en lumière ce qu'on ne voit pas pour vous aider à mieux comprendre ces lieux si singuliers. Épisode 4, la coopérative Baraka. Aujourd'hui, on se rend à la coopérative Baraka, un tiers-lieu labellisé Fabrique de territoire en 2020 et situé à Roubaix dans les Hauts-de-France. Nous allons rencontrer les fondateurs du projet, salariés de la métropole, adjoints au maire, entrepreneurs et salariés qui gravitent autour de ce projet. Avec eux, nous allons interroger comment le tiers-lieu, dont la principale activité économique est le restaurant, est une véritable source d'externalités positives pour le quartier en termes de développement économique, social et urbain. Ce projet de tiers-lieu porté par une SIC est basé principalement sur la coopération. Nous allons comprendre comment s'articule cette façon de travailler et quels en sont les fruits récoltés. Pour commencer cet épisode, nous avons souhaité comprendre les enjeux du territoire du tiers-lieu Baraka et avons donné la parole à Frédéric Minard, premier adjoint à la mairie de Roubaix, qui nous explique le contexte économique et social de la ville. Roubaix, 8000 habitants au début du 19e siècle, 120 000 au début du 20e siècle, capitale mondiale de la laine, 40 000 emplois perdus juste dans les années 70 et une crise économique dont la ville souffre encore. Et une ville qui est l'image même de la résilience et de la Renaissance, qui dans sa chair, si je veux dire, dans ses bâtiments, est une ville créée par et pour l'industrie. Et qu'est-ce qu'on fait au XXIe siècle d'une ville créée par et pour l'industrie alors que ce n'est plus vraiment le projet principal ? Eh bien, on fait ce qu'on fait à Roubaix, c'est-à-dire de l'inventivité, du dynamisme, des projets, de l'agriculture urbaine, des startups, la grande distribution, qui est l'héritière des filatures, le e-commerce qui est l'héritage de la grande distribution. Et puis aussi et surtout cet héritage du lien qui se crée dans les villes industrielles, avec un tissu associatif d'une densité folle, d'une vivacité folle, une ville extrêmement jeune, avec 30% des habitants qui ont moins de 25 ans, donc un dynamisme à toute épreuve. Le contexte de la zone géographique dans laquelle s'est installé Baraka étant posé, nous allons désormais rencontrer Pierre Wolf, l'un des fondateurs du tiers-lieu, qui nous explique la raison d'être de Baraka, ainsi que les différentes activités et espaces qui composent le lieu. Aujourd'hui, on est tiers-lieu de la transition. C'est comment on trouve un modèle économique au service d'une ambition qui est faire transition énergétique, écologique, sociale. Et donc pour ça, on a un restaurant qui est bio, avec de la nourriture locale et frais du jour. On a des espaces de salle à louer, avec des espaces de coworking ou des espaces qui peuvent être liés par des entreprises. Et cette coopérative, Baraka, elle a généré une série d'initiatives. Donc là, on est sur la terrasse qui est aussi un jardin partagé qui a été créé grâce à la dynamique Baraka. Sur ce lieu-là, s'est créée une autre dynamique qui s'appelle la ferme urbaine du Trichon. Et donc c'est la parcelle qui est derrière nous après. Là, la terrasse, elle fait 2000 m². Derrière, c'est 6300 m². Où il y a eu une autre initiative de ferme urbaine du Trichon. Et donc quand on regarde, on dézoome un peu, on se dit, ça c'est la réalisation de l'objet social de Baraka qui est comment on trouve une façon de vivre et de produire respectueuse de la planète, des êtres humains aujourd'hui et demain. Comme vient de nous l'expliquer Pierre, aujourd'hui Baraka c'est un tiers-lieu avec un restaurant, des espaces de travail partagés, un jardin partagé et un projet de ferme urbaine que l'on développera un peu plus tard dans ce podcast. Avant cela, revenons ensemble sur les débuts du projet en 2009 pour comprendre comment s'est construit ce bâtiment dont la coopérative est la propriétaire. L'investissement global ici, tout compris, c'est 800 000 € hors taxe. On a commencé à imaginer le bâtiment en 2009. On a bâti le modèle économique, le modèle juridique, les plans, etc. au cours de l'année 2009. On a commencé à construire en 2011.
On a fini en 2012 et le jardin, c'est 2015 que ça démarre. Le bâtiment, il a été construit en bois, en paille et en partie avec des chantiers participatifs. Il y a eu 2 mois en gros où des gens sont venus se former au métier de l'éco-construction. Et puis l'idée de ça, c'était de prouver qu'on peut construire avec des matériaux locaux et avoir un bâtiment performant énergétiquement. Être propriétaire, au bout d'un moment, ça te donne une puissance d'avoir 0 loyer, sauf l'entretien. Ça nous permettra de faire des tas de trucs. C'est aussi, globalement, Baraka, c'est un investissement de long terme. Concernant le statut juridique, le modèle le plus pertinent pour le collectif a été de monter la structure en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui, je le rappelle, a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Et c'est entre autres grâce à ce statut que le tiers-lieu a pu être sauvé quand il était au bord de la faillite, comme nous l'explique Pierre Wolf, fondateur, et Pierre Pecker, gérant du lieu. Entre 2016 et 2018, pour des différentes raisons, le resto s'est bien cassé la gueule et on a frôlé le dépôt de si ça avait été une institution économique normale, ça se serait fermé, c'est clair. Et c'est les sociétaires qui ont dit non, on ne peut pas fermer ce truc-là pour l'ambition politique, le projet qui est d'inventer un mode de vivre, de produire qui soit cohérent avec les humains et la planète. On ne peut pas laisser le fermer, d'autant qu'on avait payé 65% du bâtiment. Donc, comme on a fait le choix de l'exploitation et la propriété du bâtiment, c'est la même chose. On allait tout perdre. Et donc, on a levé à ce moment-là autour de 100, je ne sais plus combien, 130 000 balles, entre des sociétaires qui ont remis, à qui on venait de dire bon, les gars, la part a perdu la moitié de sa valeur, et si on ne trouve pas une solution, on perd tout. Et donc les gens ont dit non, on y retourne. Et on a trouvé d'autres gens autour qui ont accepté le même truc, c'est trop con que ça se casse la gueule, on y va. La particularité du modèle, c'est que les gens mettent de l'argent sans aucun but d'aller dire voilà, on va récupérer plus, dans 5 ans ou dans 10 ans. Quand on a failli faire faillite, l'une des solutions, on avait 5 emplois au début, ça a été de recapitaliser et de diminuer la masse salariale. Mais tu diminues la masse salariale, il faut bien compenser le travail. Et donc là, il y a eu de la contribution bénévole. Et au début, il y avait des gens qui faisaient 1 heure, 2 heures. Et effectivement, en absence de coordination globale, parce qu'on n'avait pas les moyens de vraiment le faire, il y avait des trucs où ça flottait. Cet événement marquant a permis au collectif de se consolider, de se réinventer et de prouver que la force de conviction et la coopération sont 2 piliers solides chez Baraka. Ce contexte a aussi fait prendre conscience au collectif qu'il fallait continuer d'ouvrir ses portes aux acteurs du territoire et nouer des partenariats avec eux. Ainsi, Baraka a sollicité en 2020 la ville de Roubaix pour qu'elle rejoigne la SIC en tant que sociétaire. On retrouve Frédéric Minard, premier adjoint à la mairie de Roubaix, qui nous explique ce rapprochement. Soutenir l'économie sociale et solidaire, soutenir les coopératives, soutenir les tiers-lieux qui ont cette forme-là, c'est aller au-delà de la subvention, aller au-delà du simple don d'argent public, mais plutôt être partie prenante du projet, prendre des parts et être structurellement à l'intérieur du projet. C'est accompagner des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs culturels, enfin, accompagner ces projets de manière plus organique que la simple subvention de la ville. Et en même temps, vous le disiez, c'est une forme coopérative qui n'est pas toujours simple à appréhender, qui n'est pas toujours... c'est pas le même fonctionnement qu'une ville, c'est pas le même fonctionnement qu'une entreprise privée. Il y a une zone un peu grise dans ce que les collectivités locales ont le droit de faire. Et nos juristes nous ont dit que la manière la plus sécurisée pour une ville de prendre des parts dans une entreprise, c'était de prendre des parts dans une SIC. Enfin, je vous passe les détails. Et que là-dessus, c'était relativement sécurisant, d'où le fait que la ville ait privilégié les formes coopératives pour ses prises de participation et son soutien à l'ESS. La prise de participation en elle-même ne change finalement pas grand-chose. Les 500 parts dont je parlais ne font pas que la ville est majoritaire, et la ville n'a jamais souhaité avoir un rôle influent sur la gestion de la coopérative. Ça change quelque chose au niveau symbolique, et je pense que c'était la demande première de la coopérative Baraka, c'est que symboliquement la ville s'associe non seulement en tant que voisin, en tant que regard sympathique, mais aussi en étant membre de la coopérative. C'est important pour ce genre de projet, quand ils vont voir d'autres collectivités, quand ils vont voir des partenaires, si la ville hôte elle-même, au-delà de soutenir symboliquement, prend des parts, fait partie du compte de la gérance, de l'administration, c'est quand même symboliquement fort. Et ça facilite beaucoup et ça crédibilise beaucoup un projet quand il faut aller voir des financeurs, quand il faut aller voir des interlocuteurs spécialisés, quand il faut aller voir les métropoles, les régions. Cette entrée au capital de la ville de Roubaix est à première vue un plus pour Baraka.
Mais au vu des valeurs politiques fortes défendues par le collectif, n'est-ce pas un risque pour le tiers-lieu de se confronter à un avis divergent lors de la prise de décision en collectif ? Eh bien, Pierre Wolf nous répond. Tant qu'on a face à nous des démocrates qui jouent le jeu de la démocratie, les points de vue divergents, etc., on pourra les travailler. Et d'ailleurs, c'est ce que, quand ils sont rentrés, je me suis dit, mais tu sais, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Est-ce que vous admettez que des fois, on émette des choses qui ne soient pas... Je dis, mais très bien, c'est ça le principe d'une assemblée générale de sociétaires. Vous avez une voix, mais une voix parmi d'autres. C'est ça le principe. Vous n'avez pas plus de pouvoir. Pour une collectivité, il faut apprendre ça aussi. Après, entre institutions, on a un dialogue et c'est ça qui est riche. La co-construction de la friche, là, sans la ville, c'est pas possible non plus. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on a beau ne pas être d'accord politiquement, on peut travailler ensemble sur des projets. Voilà. Et là, on est sur un projet. Le projet de la friche, parlons-en. Il est un exemple plutôt représentatif du fonctionnement chez Baraka. Il est le fruit d'une réflexion collective initiée par les usagers du lieu et il implique une multitude d'acteurs, dont la métropole européenne de Lille, autrement appelée la MEL. Avant de se pencher sur cet écosystème, nous écoutons Manuel Lagatti, salarié au sein de l'association des paysans urbains, qui porte ce projet de ferme urbaine à quelques mètres du restaurant. Au départ, ce restaurant Baraka rassemble un peu des gens et se fait rencontrer des gens qui de par leur rencontre, génèrent des projets. Le collectif des paysans urbains en est un, et la ferme urbaine, par la suite, en est un autre. Le collectif des paysans urbains du Trichon, c'est une association, une loi 1901 classique, mais qui est une émanation d'un collectif qui était présent sur le site au préalable, quoi. En quelques mots, l'idée, c'est qu'il y a en effet une friche industrielle qui représente environ 6300 m². Et l'idée du projet, c'est de reconstituer un sol vivant. C'est-à-dire que ce sol est largement abîmé, il est tassé à certains endroits, et il est, d'un point de vue maraîchage, pas du tout exploitable. Et l'idée, c'est qu'on a un financement pour faire en sorte de re-rendre en vie ce sol pour y faire une micro-ferme urbaine à l'horizon de 3 ans. Autrefois en friche, le terrain qui borde le restaurant devient un vrai projet d'urbanisme pour le quartier, avec cette idée d'amener la nature en ville. Nous avons rencontré Jamila Bentrar, salariée de la métropole européenne de Lille, autrefois au titre de chef de projet renouvellement urbain. Elle évoque avec nous ce projet de ferme urbaine à travers les enjeux de coopération et de gouvernance. À l'époque était prévu le développement d'une opération d'habitat. Et en fait, comme on est dans des secteurs qui sont, en termes de commercialisation, un peu compliqués, on arrive à l'issue d'une opération, d'un contrat de concession, les terrains ne sont pas vendus. Et en même temps de cet échec, finalement une opportunité qui se présente, puisqu'il y a tout un écosystème d'acteurs locaux qui proposent un projet alternatif, un projet de ferme urbaine circulaire. Et du coup, on est entré en contact avec eux. Et puis après, c'est à l'issue d'un processus. Hein, ça ne s'est pas fait simplement dans la mesure où c'est pas les mêmes en termes de portage. C'est issu de la société civile. Donc ça pose question sur la façon dont on va chercher la décision, la façon dont on cherche les financements, quel est le positionnement de ces porteurs de projets, la ville, la MEL. En partant des porteurs de projets, on n'a pas l'habitude de travailler, de parler ensemble. Et comment on fabrique de la décision et comment on fabrique du montage financier. Et puis ça s'est fait sur plusieurs années, le temps qu'on lève les freins les uns après les autres. Un des leviers permettant cette collaboration, cela a été la signature des parties prenantes à une charte de gouvernance, comme nous l'explique Jamila Bentrar. Et du coup, ce qui a été aidant, c'est qu'en fait, les porteurs de projets avaient signé une charte de gouvernance avec les élus de la ville de Roubaix, mais la métropole n'était pas emmenée là-dedans. Or, la compétence aménagement, c'est une compétence métropolitaine. Et en fait, ça a été l'occasion de proposer que la MEL soit signataire de cette charte de gouvernance. Et ça, d'un point de vue politique, c'est un point de départ, parce que sans avoir finalement cette sécurisation de l'accord des élus, des techniciens, on peut s'entendre et travailler ensemble. S'il n'y a pas un minimum de portage politique, ça ne peut pas fonctionner. La coopération, le faire ensemble, c'est l'identité du projet Baraka dans sa globalité. Ce projet de ferme urbaine qui en découle bouscule les codes de fonctionnement de la collectivité.
Jamila nous explique l'organisation décisionnelle que ce projet implique et nous explique pourquoi cela fonctionne bien malgré le nombre d'acteurs impliqués dans le projet. Habituellement, c'est la métropole qui organise en termes de décision les comités techniques, les comités de pilotage. Et là, la particularité, c'est que ces comités décisionnels émanent en fait de ce qu'on appelle le conseil de la friche. Et finalement, c'est les porteurs de projets qui invitent les institutions, la métropole, la ville. Et on vient autour de la table pour fabriquer le projet ensemble et décider ensemble. On a en face de nous des personnes qui sont dans ce questionnement de comment on fait pour co-construire, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour décider ensemble. Et s'il n'y avait pas cet état d'esprit, cette mentalité, on n'aurait pas pu construire un tel consortium avec plusieurs laboratoires de recherche, avec une pluralité de partenaires. Je pense que c'est un facteur de succès. Vous l'aurez compris, Baraka, la métropole européenne de Lille et la ville de Roubaix sont impliqués au projet en fonction de leur domaine d'action et de compétences, et chacun trouve un intérêt à cette coopération. Nous retrouvons maintenant Pierre, gérant du lieu, qui avance l'idée que Baraka n'est pas qu'un lieu qui porte des projets. Le collectif accueille, inspire et soutient des initiatives comme celui de la ferme urbaine. C'est quand même un lieu d'accueil et de soutien pour ces projets-là, évidemment. Et puis, oui, en termes de modèle, en termes d'initiative, enfin, tous les gens qui passent ici, ne serait-ce que pour déjeuner, forcément, ça crée de l'intérêt, ça crée des questions, y compris des gens qui viennent de notre région, qui disent « Ah bah oui, tiens, moi aussi, enfin, on pourrait faire ça, etc. » On est comme ça, voilà, une source d'inspiration et d'accueil et de partenariat avec le plus possible de gens qui sont dans cet esprit-là, quoi. L'accueil, le soutien aux projets qui transitent par Baraka sont source d'externalités positives pour le quartier. Nous avons interrogé Sébastien Verber qui a installé avec ses associés à quelques centaines de mètres de Baraka sa brasserie nommée Hub. Et vous verrez, encore une fois, l'esprit coopératif défendu par le tiers-lieu a influencé ce jeune entrepreneur qui s'est installé dans le quartier. Les prémices en fait des notions de coopération, on les a compris avec des exemples comme celui de la Baraka et tout de suite on a été orienté vers les bonnes personnes. Baraka a tout de suite adhéré dans la dynamique du projet qui était encore en construction. Ça s'est fait avec le temps, via quelques réunions. On a pu bénéficier surtout de leur soutien par rapport au projet qu'on était en train de monter à l'époque, notamment courant de l'année 2018. Où on testait un peu le modèle à l'époque. Et avec Alexis, on a pu donc brasser un peu à droite, à gauche dans la région et avoir un point de chute qui est la coopérative Baraka, notamment pour faire goûter nos produits sur des temps forts, y animer des soirées le vendredi soir par exemple, mais aussi utiliser l'espace de coworking pour se réunir, pour imaginer les prémices en fait de la coopérative qu'on a fondée notamment avec des structures comme l'URSCOP, les banquiers, on les a fait venir ici. Et en fait, c'est une structure qui nous permet aussi d'avoir des salles disponibles, avoir un restaurant aussi pour la finalité de nos produits, les faire goûter, commencer à les commercialiser. Et au cours de l'année 2018, en fait, on a pu conforter notre projet jusqu'à début 2019 avec le soutien de la coopérative Baraka. Toujours dans cette volonté de développer les communs, Baraka s'est associé à 2 tiers-lieux lillois, Mons Fabrica et la Courroutine, pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique numérique de territoire. Pierre Wolf nous explique. En discutant avec d'autres acteurs des communs de Lille, il y avait cet appel à projet. Et l'idée, c'était comment on fait pour qu'ils financent aussi des communs numériques qui renforcent les collectifs. Il y a 3 axes. Il y a renforcer des tiers-lieux et dans leur gestion. C'est typiquement ce dont on parle là. Docos, e-boutique, comment on améliore le fonctionnement. C'est aussi de cette fabrique de territoire. C'est aussi... on finance aussi l'accompagnement de collectifs à structurer la décision et les choses. Et donc, par exemple, c'est l'utilisation d'un logiciel dans lequel j'ai pas d'action, mais qui est vraiment très bien, qui s'appelle Trello. Et on peut centraliser toutes les discussions, toutes les décisions, les documents dans cet outil-là pour voilà, comment tu fais, comment tu coopères à plusieurs, comme tu peux pas faire des réunions tout le temps, être tout le temps au même endroit, etc. Comment tu coopères de façon asynchrone, mais avec une qualité de dialogue élevée. Et la troisième chose qu'on a développée avec Fabrique de Territoire, c'est comment on utilise l'outil CopCircuit
qui permet d'organiser pour les groupements citoyens, les groupements d'achat citoyens, pour les épiceries solidaires, etc., d'organiser la liaison entre la question de les gens qui commandent, les gens qui fournissent la compta, les liens avec les logiciels de compta. Et donc, il y a 3 étages comme ça. On renforce les tiers-lieux dans leur gestion, on aide les collectifs à structurer de la démocratie, de la coopération, etc. Et puis, dans l'opérationnalité, on essaye de développer sur de nouveaux services, comme les circuits courts. On aide à s'approprier, à faire de la formation sur des logiciels. Voilà. Donc et pourquoi on a fait ça ? Parce que ça correspond totalement à ce qu'on veut faire, parce que Baraka en bénéficie quand même, parce que du coup, même si on va essuyer les plâtres, sur Docos et sur e-boutique, ça nous upgrade, comme on dit. Avec ses partenaires et sa communauté, ils agissent et contribuent à son développement urbain, économique, culturel et social. Encore une preuve que les tiers-lieux sont au service de leur territoire. Un grand merci à Pierre Wolf, Pierre Pecker, Sébastien Verbeck, Jamila Bentrar, Frédéric Minard et Manuel Lagatti pour leur témoignage. Prochain rendez-vous dans un mois à Chambéry pour découvrir le tiers-lieu La Dynamo.